Le service réhabilitation et biodiversité terrestre de Cogny-en-Beaunickel a deux missions principales. Suivre la biodiversité présente sur le site et s'assurer qu'on a une bonne connaissance de cette biodiversité pour être capable de la maintenir. Et la deuxième grande mission du service, c'est de réhabiliter le site au fur et à mesure que les zones impactées sont libérées pour pouvoir être réhabilitées. La biodiversité terrestre comprend un volet de suivi. On doit faire des inventaires de la faune sensible, rare, protégée, mais aussi de la faune envahissante ou nuisible, pour comprendre les niveaux de population qu'on a sur ces espèces sur l'ensemble du site. Et puis une fois qu'on a une bonne connaissance de ces niveaux de population, on met en place des stratégies de gestion, soit pour diminuer les quantités d'espèces nuisibles, par des méthodes de chasse, de capture, de renforcement des prédateurs, soit d'encourager la multiplication des espèces rares et protégées. Pour la flore, ça passe par de la collecte de graines ou de la récolte de transplants. Je fais une étude de la zone, je fais l'inventaire botanique, j'établis l'inventaire, je récupère tout ce que je peux, c'est-à-dire en transplantation ou en graines, je les récupère, qui viennent ensuite à la pépinière. Ensuite, je délivre un permis par papier qui développe tout ce qu'on a recensé, plus ce qu'on a fait en transplantation, plus en graines. Donc après, c'est des accords avec la géologie ou avec les services, quoi. Les sensibiliser en fait, quoi. Une partie de notre équipe reste sur la pépinière qui est située à Vavouto, qui justement, elle met les plantes qu'on a récupérées la veille, elle les met en terre, elle les met soit par plaquettes alvéolées ou soit par pot. Tout dépend de la taille du transplant, bien sûr, hein. Après, il y a toute la partie production, c'est-à-dire par graines, c'est-à-dire les graines que nous avons récoltées aussi dans les zones qui vont être impactées, qui partent en semis et qui après repiquage et ensuite rempotage et qui partent après en destination dans les plantations. Alors le service a en charge la biodiversité terrestre, ce qui exclut tout le suivi du lagon. Sur la partie terrestre, on s'intéresse à toutes les espèces sensibles présentes sur notre site, et les groupes d'espèces qui sont particulièrement suivis au niveau de la biodiversité sont les oiseaux, les reptiles et les chauves-souris. Sur les reptiles, beaucoup d'endémismes sur le site. Aussi bien donc on a deux grandes familles de reptiles, les cinques et les geckos. Les deux familles comportent un haut niveau d'endémisme sur le site. Et donc là, la priorité, c'est de faire des inventaires avant travaux pour caractériser les populations qu'on a en place. Donc la stratégie de gestion sur ces espèces consiste à s'assurer qu'on a des populations de l'ensemble des espèces connues sur des zones non impactées, et donc de mettre en réserve ou en aire protégée les zones les plus riches. L'autre volet consiste à gérer les espèces nuisibles qui sont déjà installées sur le site, principalement les herbivores, cerfs, les cochons sauvages et les fourmis pour ce qui est des espèces animales. Et sur les espèces végétales, on retrouve un peu le cortège d'espèces envahissantes communes aux régions côtières et de plaine de la Nouvelle-Calédonie, pour citer quelques-unes, le faux mimosa, le tecoma, l'agave. L'autre facteur important qu'on prend en compte quand on gère les espèces nuisibles, c'est tout ce qui est lié à la biosécurité, aux mesures de quarantaine, et s'assurer qu'on n'introduit pas sur le site via le port ou nos activités de transport de fret des espèces qui ne sont pas connues en Nouvelle-Calédonie, et introduire des ravageurs non présents sur le territoire. Alors dans le cadre du suivi de la biodiversité du site, on suit aussi les impacts sur le milieu naturel, et le service a dans ses missions de suivre l'impact de la zone industrielle de Vavouto sur les sols et sur la faune et la flore qui peuvent être affectées par les activités industrielles. Je pense notamment aux poussières ou aux embruns salés qui peuvent sortir des tours de refroidissement.
Ici, on va procéder à un échantillonnage de sol sur la formation Jaffray, qui est une aire protégée de forêt sèche. Tous les mois, on cherche à connaître l'évolution de la salinité du sol sur cette formation végétale. Sur la partie travaux de réhabilitation, le cœur de l'activité consiste à revégétaliser les zones qui ont été perturbées en réintroduisant des espèces natives, donc originaires du maquis minier, après travaux. Depuis 2001 et l'étude de faisabilité bancaire du projet, il y a eu un certain nombre d'essais qui ont été mis en place avec les organismes de recherche locaux, l'université, l'IAC, l'IRD, pour commencer à préparer les techniques de revégétalisation, vérifier que ça fonctionne et puis les adapter aux contraintes du massif du Cognambo. Donc 2009, début des travaux de terrassement sur le site, aussi bien sur Vavouto que sur le massif, essentiellement sur le massif, à partir de 2009. Pendant la phase de travaux, ce qu'on fait, c'est de suivre, d'évaluer quelle est la biodiversité présente dans les zones impactées. C'est très important de savoir ce qu'on impacte en termes de richesse de la faune et de la flore. Donc toutes les zones impactées sont systématiquement soumises à inventaire pour bien caractériser ce qui va être impacté. Et puis une fois que la séquence de travail de terrassement est terminée, là l'équipe de réhabilitation revient et cette fois met en œuvre les travaux de terrassement, de repréparation des terrains, d'apport d'un substrat pour les plantes et puis de plantation et de revégétalisation. On va d'abord scarifier le terrain à l'aide d'une griffe à 60 cm de profondeur. Ensuite, si le substrat est de la roche comme ici, on va apporter une couche de stérile sur une épaisseur qui va dépendre du terrain. Et on va finir par 20 cm de topsoil, enfin de terre végétale. Et après on va faire la gestion des eaux. Donc en fait pour éviter que les eaux ravinent sur toute la longueur de la piste là par exemple, on va essayer de créer des espèces de petites cassis pour couper l'écoulement des eaux. Quand il y a des criques, on fait des passages en rocher. En fait on essaye de recréer l'écoulement naturel des eaux. Une fois que cette phase de préparation du terrain est terminée, on va avoir une phase de plantation où des équipes vont venir préparer la fertilisation des plants, puis les mettre en terre au moment approprié qui est la saison des pluies. Sur KNS, on effectue tous les travaux, de la préparation des sols à la revégétalisation et à l'entretien aussi des sites. Donc là, comme ce qu'on peut voir derrière, on a tout ce qui est lutte contre l'érosion, contrôle de l'érosion, avec la pose de dispositifs qui vont réguler l'eau, ralentir l'eau et limiter l'érosion, comme la pose de géofilets, la pose de boudins, la pose de fascines en coco. Donc c'est des travaux sur corde, vu qu'elles sont sur pente. Ensuite, on a des travaux de plantation, donc la mise en terre de plantes, et des travaux de semis, puisqu'on utilise les graines, donc sur des talus directement par le procédé d'hydroseeding. Alors plus les zones sont simples d'accès et donc ont pu être préparées, plus on va partir sur des techniques de type plantation manuelle, où là les taux de réussite sont très importants, on est au-dessus des 90% de taux de survie des plantes. Plus les sites sont compliqués d'accès, difficiles, et on est obligé de passer par des techniques comme l'hydroseeding. Il y a beaucoup de pertes, notamment en graines. Alors l'hydroseeding, c'est un procédé de semis par l'eau, d'où le nom. On met dans une grosse cuve en fait des graines, de l'eau, du mulch qui est de la paille en fait, des engrais, de la colle et un marqueur vert pour pouvoir voir où on projette, et on le projette sur un talus.
allez. Une fois que le terrassement a été effectué, que le topsoil a été apporté par les équipes de terrassement, on a l'équipe de mise en terre qui arrive et de trouaison. Donc en fait, avant la mise en terre, il y a une étape donc, de trouaison qui s'effectue du mois de juin au mois de décembre à peu près. Donc la phase où on effectue des trous et on a la fertilisation du sol pour pouvoir accueillir le plan plus tard. Donc une fois que la trouaison est faite, on arrive avec la mise en terre du plan. On amène du compost, de l'hydro-rétenteur, du FISAG, enfin tout ce qui va faire que la plante va être au petit soin. Donc la phase de mise en terre, elle comprend plusieurs étapes. Donc évidemment, c'est de redéfaire le trou, remettre le plan en terre, mettre des pastilles en fait, d'engrais, qui sont des engrais retard, on les met au dernier moment. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est le paillage, donc cette toile de jute en fait, qui sert à garder l'humidité au sol et aussi à éviter le développement des mauvaises herbes autour du plan. Et la dernière étape des travaux de revégétalisation consiste à protéger les plants et les chantiers de leurs prédateurs, des espèces nuisibles, en particulier les cerfs sur le massif, qui peuvent être une contrainte importante à la bonne installation des plants. Et donc l'ensemble de nos chantiers est clôturé pour limiter l'accès des cerfs sur ces chantiers, en attendant que nous ayons développé des mesures de gestion de ces animaux à l'ensemble du massif, qui permettent de réduire très fortement le niveau des populations sur le site. Donc il est important que tous les travaux réalisés par le service soient suivis et qu'on puisse mesurer l'efficacité de nos actions. En termes de réhabilitation du site, nos objectifs sont fixés par l'étendue des surfaces à réhabiliter. Et donc à partir de là est mis en place un calendrier, un planning de réhabilitation. L'important étant de respecter l'engagement que nous avions à l'origine de faire ces travaux progressivement et de ne pas attendre la fin de l'exploitation ou la fin d'une séquence de travail trop importante pour commencer ces travaux. Sur le suivi de la faune et de la flore, les indicateurs de suivi, de mesure de la qualité sont plus difficiles à mettre en place. Donc on va s'attacher plutôt à des facteurs indirects, comme la superficie des milieux dans lesquels se vivent et se reproduisent ces espèces.